4 adolescents se sont retrouvés près d'un étang. Le propriétaire du lieu, un financier, les a menacés avec un fusil de chasse. Un coup de feu est parti. Nicolas est emmené à l'hôpital, agonisant. Il va être déclaré en état de mort cérébrale. L'affaire va déchaîner l'opinion publique belge. 5 jours après la mort de Nicolas, la justice libère Pierre Riga, l'auteur du coup de feu. La famille de la victime est scandalisée. Il l'a en fait tiré comme un vulgaire gibier par derrière et directement dans la tête sans lui laisser aucune chance. Dès le départ, nous avons 2 camps. Celui de la victime, avec des personnes de la classe moyenne, et celui du tireur, qui fait partie de la haute bourgeoisie. Très vite, les médias qualifient l'affaire de justice de classe. On a l'impression qu'on a des gens qui ont tous les moyens, qui peuvent se permettre de payer les avocats les plus chers, qui ont peut-être des connexions privilégiées avec la justice. J'ai plaidé sur l'absence totale d'intention de tuer. Mais les parents de Nicolas vont tout entreprendre pour renvoyer aux assises l'homme qui a tiré sur leur fils. La manière dont il a tiré, au moment où il a tiré, il voulait bien tuer Nicolas. Mais alors que l'atmosphère entre les 2 camps est explosive, des circonstances imprévisibles vont rapprocher les 2 familles. Retour sur une affaire judiciaire qui a enflammé l'opinion au début des années 2000. Nous sommes à Rosières, dans le Brabant wallon, une commune aisée où les villas cossues côtoient les forêts et les étangs. Rosières, c'est plutôt une localité charmante, bucolique, tranquille. Alors bien entendu, comme beaucoup de localités, il y a de la petite criminalité, du vandalisme, des petits faits de toxicomanie, des petits vols, mais rien à voir avec de la grande criminalité. Rien de très grave donc, mais cette petite délinquance irrite forcément certains propriétaires. C'est le cas de Pierre Riga. En 1999, cet homme de 40 ans vient d'acquérir un bois à Rosières. C'est un notable qui habite le Brabant wallon. Il est père de 3 enfants, il est marié, il est aussi passionné de chasse depuis qu'il a 13 ans et il a acquis quelques mois avant ce domaine boisé pour pouvoir chasser sur ses terres. Et il va subir quelques dégradations dans le chalet qu'il a racheté, mais un chalet qui, il faut quand même l'avouer, est dans un état assez lamentable, où la toiture est abîmée, les portes sont défoncées. Donc il va être victime d'une certaine manière de la fréquentation de squatteurs, ça c'est un fait. Il y a des traces de moto qui sont relevées, il dit qu'il y a des détritus qui sont jetés sur place et abandonnés. Et donc, ce qui est pour lui sa propriété, une propriété privée, est vandalisée, est occupée par des gens qui n'ont rien à y faire. Le problème, c'est que cette propriété n'est pas clôturée. Il y a des sentiers et ces sentiers ne sont pas pourvus de barrières qui indiquent qu'à un certain moment, on entre dans une propriété privée. Pierre Riga tient à cette propriété, mais sans se donner les moyens de la clôturer. Conséquence, lors des jours de beau temps, les intrusions se multiplient. Et donc il va y avoir une succession d'actes de vandalisme et de vol au sein du chalet qui vont un peu rendre fou Pierre Riga. Pierre Riga aperçoit des jeunes qui traînent près de sa cabane. Il appelle la police, mais la police arrive trop tard. Le lendemain, il revient sur place et là, il constate des dégâts dans sa cabane. Le surlendemain, de nouveau, le même scénario se reproduit. Et 4 jours plus tard, Pierre Riga n'en peut plus. Et donc Pierre Riga entre dans une rage assez folle. Il commence à surveiller les abords pour essayer de trouver les coupables. La situation est intenable. Faute d'intervention policière, Pierre Riga sillonne lui-même le bois à la recherche d'intrus. Nous sommes le 12 juin 1999. À son arrivée dans le bois, Pierre Riga découvre de nouveaux dégâts dans la cabane de sa propriété. L'intérieur a été saccagé pour la 2e fois en quelques jours. À présent,
il est bien décidé à identifier les auteurs. Il prévoit de revenir le lendemain, dimanche, qui est jour d'élection. Il va d'abord aller voter, puis il va surveiller sa propriété et ensuite il va participer à la messe, donc c'est dans ses habitudes, hein. Il suit la messe le dimanche et s'en suivra un repas familial, visiblement assez copieux et assez arrosé. Après le repas, Pierre Riga se rend immédiatement dans la propriété, accompagné de son épouse, qui reste dans le véhicule. En s'approchant de l'étang, il distingue 4 individus. Pierre Riga se rend compte que 4 jeunes sont assis non loin des bords de l'étang. Il y a Nicolas, il y a Sébastien et 2 autres jeunes. Ces étudiants sont venus décompresser en pleine période d'examen. Pierre Riga ne prévient pas la police, il va directement à leur rencontre. Il se retrouve finalement face à une petite bande de jeunes qu'il pense être ses vandales, ses occupants illicites finalement de son bien à lui. Et donc ça va le mettre totalement hors de lui. C'est donc l'insouciance de ces 4 jeunes qui vient se fracasser contre l'exaspération du propriétaire. C'est clair qu'à ce moment-là, tous les ingrédients du drame sont présents. D'un côté, un propriétaire très en colère, excédé par les dégradations commises dans le bois. De l'autre, des jeunes venus se détendre, surpris par l'agressivité de cet homme. Pierre Riga va reconnaître un des jeunes qu'il avait déjà croisé au cours des jours précédents, parmi les 4 jeunes. Pierre Riga va interpeller ces jeunes, va leur demander ce qu'ils font là. Ils vont répondre simplement qu'ils prennent un peu de bon temps. Il va retourner à sa voiture, qu'il a garée un petit peu plus loin, et dans lequel l'attend sa femme. Il va prendre un fusil et il va retourner vers la bande de jeunes qu'il pense donc être les vandales qui saccagent et qui détériorent sa cabane et son domaine. Très vite, le ton va monter. Et là, il met en joue les jeunes en leur demandant de le suivre vers la voiture. Il a crié « mettez les mains en l'air et sortez de là ». Moi, j'étais à côté de Nicolas et il continuait toujours à crier, il essayait qu'on reste groupés. Et là, il va très vite s'énerver, il va les obliger à se lever, à mettre les mains sur la tête pour essayer de les canaliser. Ils sont 4, il va essayer de les garder ensemble. Il a à la main un fusil. Les jeunes, évidemment, paniquent. Quand on a 18 ans, qu'on se retrouve face à un propriétaire qui vous braque avec son fusil, eh bien, on peut se mettre à la place de ces jeunes. On a peur, on ne sait pas comment réagir. Et à un moment, mon ami Nicolas a voulu s'enfuir. J'ai fait 2-3 pas pour le suivre. Et à ce moment-là, j'ai entendu un coup de feu. Et j'ai vu mon ami Nicolas tomber à mes pieds. Nicolas est blessé à hauteur de la tête. Les amis, effrayés, découvrent qu'il est réellement blessé. Il perd pas mal de sang. Et lui criait toujours « Ne bougez pas ou sinon je tire ». Et moi j'étais près de Nicolas pour voir son état. Je voyais qu'il saignait du nez. Alors j'ai pris sa tête dans mes mains et j'ai vu que toute sa face droite était abîmée et je sentais bien dans mes mains, je sentais dans mes mains les plombs contre son visage. Ses amis veulent lui venir en aide, mais Pierre Riga va recharger son fusil et va continuer de les tenir en joue encore quelques minutes. Et puis, sans doute paniqué par la scène, Pierre Riga va s'enfuir en criant aux jeunes, en tout cas c'est ce que disent les jeunes, tout ça c'est de votre faute. Les amis de Nicolas vont découvrir leur ami qui est largement blessé au niveau du visage, puisqu'il a 93 plombs au niveau de la face qui vont être comptabilisés.
Nicolas, il est agonisant, il est couvert de sang. Il faut évidemment l'emmener à l'hôpital. Ils vont appeler les secours, mais à l'époque, on n'est pas localisé aussi facilement qu'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est au milieu des bois. Donc les ambulanciers peinent à localiser l'endroit. Donc finalement, les amis demandent à Pierre Riga d'emmener Nicolas dans un commerce, une friterie qui se trouve à proximité et qui est plus facile d'accès pour les secours. Quand il s'agira d'embarquer Nicolas dans la voiture de Pierre Riga, l'épouse de Pierre Riga demandera à ce que son corps soit placé dans le coffre, comme un gibier, diront les amis, pour éviter de salir la banquette. Nicolas est emmené à l'hôpital, agonisant. Les médecins vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de le sauver, mais ses blessures sont trop importantes. Et donc, il va être déclaré en état de mort cérébrale. Et le lendemain, il va décéder des suites de ses blessures, après que ses parents ont quand même consenti à un don d'organes. Et donc, Nicolas, le décès de Nicolas va permettre de sauver des vies. Les enquêteurs vont avoir une réelle difficulté à établir précisément le déroulement de ce qui s'est produit. Pourquoi il n'y a pas de témoins étrangers aux faits qui se sont produits, et ce sera donc, ou c'est donc, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Directement après le drame, les versions divergent. Les proches de Nicolas estiment que le jeune homme a été tué intentionnellement. Pierre Riga, lui, parle d'un accident. Il est privé de liberté. Pour décompresser, pendant leurs examens, 4 adolescents se sont retrouvés près d'un étang. Le propriétaire du lieu, un financier, les a menacés avec un fusil de chasse. Un coup de feu est parti et un jeune homme de 18 ans a été tué. C'est un vide immense, vraiment immense, et qui se creuse jour après jour. Et mon second sentiment, c'est vraiment l'écœurement. L'écœurement par rapport à la manière dont ça s'est passé, par rapport à l'horreur que ces jeunes ont vécue. Pour les enquêteurs, c'est compliqué puisqu'au début, on va évoquer un simple accident. Et donc, on ne va pas recueillir finalement tous les indices peut-être essentiels et nécessaires dès les premières minutes, puisque Nicolas est blessé. Par contre, dès lors qu'on apprend que Nicolas est décédé, ça change évidemment toute la donne, puisque il ne s'agit plus d'un simple accident, mais de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. Pierre Riga reconnaît avoir tiré, mais il dit qu'il n'a pas voulu viser, blesser, et surtout qu'il était soumis à un stress incroyable. Il y avait de la peur chez lui, et donc quelque part que le coup serait parti un peu seul, et en tout cas il ne voulait pas viser Nicolas à la tête. Mon client à ce moment-là était dans un état d'énervement, en ce sens que sa propriété avait fait l'objet de différentes dégradations dans les semaines qui ont précédé. Il était persuadé avoir affaire à ceux-là même qui avaient vandalisé sa propriété, et dans un moment de grand énervement, de grande tension, cet accident horrible, je n'ai pas d'autre mot, s'est déroulé. Les proches de Nicolas vont soutenir directement la version du meurtre avec préméditation. Ils estiment que Pierre Riga est allé chercher son fusil, qu'il l'a pris volontairement, malgré le stress et la peur dont fait état le tireur. Ils vont estimer également que Nicolas a été chassé, entre guillemets, comme un gibier, parce que Pierre Riga a visé la tête, et 90% du plomb est arrivé dans la tête de ce jeune garçon. Et, rajouteront-ils, un peu comme les chasseurs, on anticipe le mouvement potentiel de la victime. Ce qui, pour les experts, est quand même un signe qu'on n'a pas tiré en l'air ou qu'on n'a pas tiré sans le vouloir. Et c'est tout l'enjeu de cette affaire. Pierre Riga a-t-il commis un meurtre ou a-t-il tiré par accident sur le jeune homme? La nuance est importante.
car en cas de meurtre, le tireur est renvoyé aux assises avec un risque de condamnation à perpétuité. La justice va devoir trancher. En attendant, 5 jours après le drame, Pierre Riga est libéré alors qu'au même moment se tiennent les funérailles de Nicolas. Le timing, il est très mal choisi et il est aussi très blessant et très interpellant pour la population qui va à ce moment-là avoir le sentiment d'une justice de classe. Parce que on a donc d'un côté un notable et de l'autre côté une famille plus modeste. Il y a une première décision de la justice qui décide de qualifier de manière assez légère les faits et inculpe Pierre Riga pour coups et blessures involontaires sans intention de vouloir donner la mort. C'est, du point de vue de Pierre Riga, une très bonne nouvelle. C'est que la perspective de la cour d'assises s'éloigne, en tout cas à ce moment-là, de manière rassurante. Mais pour les parents de Nicolas, les qualifications retenues contre Pierre Riga ne correspondent pas aux événements. Ce qui est anormal pour moi, c'est qu'on parle d'homicide volontaire sans intention de donner la mort. Or, mon fils a été abattu d'une décharge de chevrotine dans la tête, c'est-à-dire c'est un geste de chasseur et il l'a en fait tiré comme un vulgaire gibier par derrière et directement dans la tête sans lui laisser aucune chance. Sans requalification des faits, Pierre Riga pourrait s'en sortir au tribunal correctionnel de Nivelles avec une simple peine d'intérêt général. En même temps, au niveau de l'opinion publique, se dégage ce sentiment de David contre Goliath, de cette famille modeste face au notable qui vient finalement tirer sur ses terres un jeune homme comme du gibier, comme si la vie de ce jeune homme n'avait pas la même valeur que celle d'un autre. Et cette logique-là passe très mal. Rosières est une localité finalement où il ne se passe pas grand-chose. Et cette affaire va cristalliser l'opposition. On va avoir des tags Pierre Riga assassin sur l'église de Rosières, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées dans ce petit village tranquille d'une région fortunée comme le Brabant wallon. L'affaire se tend très vite en raison de la personnalité du tireur et de son statut social. Pierre Riga, qui est donc un notable finalement du Brabant wallon, c'est un homme très bien sur lui, très propre sur lui, un peu BCBG comme ça. Il est aussi l'héritier, petit-fils et fils d'agents de change très reconnus sur la place belge. Pierre Riga, quelqu'un d'ambitieux, qui a étudié le droit, qui a modernisé les structures que ses parents lui ont léguées et qui a créé une société très très importante qui a d'ailleurs été intégrée à la Banque de Groef, qui est la banque d'affaires la plus connue en Belgique. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la grosse bourgeoisie du Brabant wallon. Grosse bourgeoisie qui est souvent décrite comme un peu hautaine et qui cultive volontiers un quant à soi un peu élitiste. À l'opposé, les Van der Stucken forment une famille modeste. Leur fils Nicolas achevait ses humanités. Il projetait d'ouvrir un petit commerce. Il est finalement un jeune homme comme tous les autres, qui respire la joie de vivre, qui a eu quelques petits soucis à l'école, mais qui a trouvé sa voie. Il est passionné de fleurs, il veut ouvrir une boutique de fleurs dans le sud de la France. Il a une petite amie, il a plein d'amis, et tout le monde loue sa sympathie et son côté jovial. On est très loin de l'image de vandale qui est donnée par l'auteur des Coups de feu. Nous sommes vraiment face à un jeune garçon qui vit sa vie simplement avec ses amis, qui voulait simplement s'amuser ce jour-là. On a l'impression que, d'un côté, on a des gens qui ont tous les moyens, qui peuvent se permettre de payer les avocats les plus chers, qui ont peut-être des connexions privilégiées avec la justice, et que de l'autre côté, on a une famille belge tout à fait classique qui doit, elle, faire confiance à la justice du royaume. Et là aussi, ça va déchirer l'opinion publique avec ces deux camps qui vont à nouveau s'affronter sur le terrain de la justice également. La famille de Nicolas va tout faire à ce moment-là pour rallier l'opinion publique à la thèse qu'elle veut défendre. La thèse qui veut que la justice
prend le parti des riches contre celui des pauvres. Et donc, ils vont essayer de renverser l'opinion publique, en tout cas de prendre l'opinion publique avec eux pour changer le cours de la justice. Ils n'ont pas d'autre arme que celle-là, puisque eux n'ont pas de grosses relations au plus haut niveau, ils n'ont pas des moyens pour pouvoir s'offrir les plus grands avocats. La famille de Nicolas van der Stucken va d'ailleurs lancer une pétition qui, en février 2000, soit 7 mois après les faits, va déjà recueillir 27 000 signatures, ce qui est colossal. Et c'est un peu suite à ça que la pétition est arrivée et s'est mise sur pied. Et puis tout le reste qui a suivi, le comité de soutien, le site internet qu'il y a eu par après. Dans cette sacoche, 27 000 signatures, 27 000 marques de sympathie à la famille de Nicolas. Cet après-midi, les avocats de Pierre Riga ont demandé et obtenu un report de la Chambre du Conseil. Les parents de Nicolas ont quand même pu remettre la pétition à la présidente. En mémoire de Nicolas, c'était important que ça puisse être versé au dossier, que tant de gens entendent au moins notre version des faits. À cela, il faut ajouter l'attitude de Pierre Riga et de sa famille qui vont vouloir dédommager, indemniser les parents de Nicolas, alors même qu'il n'y a pas eu de jugement. Ils vont faire plusieurs propositions financières à la famille de Nicolas, comme si finalement c'était à eux d'évaluer ce que valait la vie du jeune homme et de faire justice eux-mêmes. Le clan Riga effectue ainsi un versement sur le compte bancaire des parents de Nicolas, espérant qu'ils renonceront à demander la requalification des faits en meurtre. On a parlé d'environ 700 000 francs belges de l'époque, c'est-à-dire un peu aux alentours de 18 000 euros actuels. Mais donc cette volonté du clan Riga de dédommagement va être rejetée de la part de la famille van der Stucken pour toute une série de raisons, mais essentiellement parce qu'ils veulent aller au bout de leur demande de requalification, ils veulent un procès aux assises. Donc du coup, c'est évidemment impossible pour eux d'accepter cette transaction, ce qui reviendrait pour les proches de Nicolas van der Stucken au fait que Pierre Riga se fasse finalement justice lui-même et s'octroie lui-même sa sanction. Alors, cette tentative de dédommagement remet de l'huile sur le feu, car les parents de Nicolas mènent désormais un combat déterminé, non seulement contre les Riga, mais aussi contre la justice. Leurs chances de gagner sont minces, et pourtant... Et donc tout se jouera 8 mois plus tard devant la justice qui devra requalifier ou pas l'inculpation de Pierre Riga. Pour la famille van der Stucken, il y a clairement préméditation et donc il y a à tout le moins meurtre, voire assassinat. Leur objectif étant une requalification qui permette d'avoir un procès devant les assises du Brabant wallon. Cet après-midi à Nivelles, l'affaire Riga sera évoquée en chambre du Conseil. Pierre Riga est cet agent de change qui avait abattu un jeune de 17 ans qui se trouvait sur sa propriété au mois de juin dernier à Rosières. Il est actuellement inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une inculpation qui devrait lui permettre d'échapper à la cour d'assises, ce qui choque beaucoup de nombreux habitants de la région. Les Riga sont un peu dépassés face à l'offensive des van der Stucken. Ils n'en prennent pas toute la mesure. Les caméras et la presse sont là. Pierre Riga décide de ne pas être présent à l'audience. Il obtient un report d'1 mois. En attendant, il se défend un peu maladroitement en mettant en avant ses droits de propriétaire sur sa parcelle de Rosières. Pierre Riga indique que c'est une propriété privée, ce qui n'est pas très clair finalement quand on se promène sur place. Il y a une petite pancarte qui indique propriété privée mais qui n'est pas très visible. Nous sommes 8 mois après le drame en 2000 et Pierre Riga attend toujours de connaître son sort. La Chambre du Conseil doit rendre son avis et là la pression évidemment est très intense. Sous le crépitement des flashs et les huées de quelques personnes présentes au palais de justice, Pierre Riga comparaît pour la première fois devant la Chambre du Conseil de Nivelles. Il y a d'abord un premier rapport d'expertise balistique qui n'est pas favorable à Pierre Riga, puisque ce rapport d'expert, qui est un rapport sérieux et indépendant, parle d'un tir volontaire, d'un tir droit.
Donc la thèse de Pierre Riga du tir accidentel qui serait parti seul est battue en brèche. Nous estimons qu'il y a eu un meurtre et on va demander à la Chambre du Conseil de requalifier les faits de cette manière-là. Pour les avocats de Pierre Riga, il faut vite changer de stratégie et surtout améliorer l'image de leur client qui est décriée dans la presse. Alors, pour la première fois, Pierre Riga prend la parole devant les caméras. À aucun moment, pas l'instant d'une seconde, je n'ai eu la volonté ou l'intention de tirer sur Nicolas. Mais que ce coup de feu que je voulais dissuasif a tourné au drame en raison de la peur et de l'angoisse qui m'habitaient en ce moment-là. Au magistrat, j'ai aussi rappelé que je me sens responsable de ce drame et que dès lors j'assumerai les conséquences de mon geste et je me soumettrai à leur verdict. Et ce n'est pas tout. Les avocats de Pierre Riga modifient leur thèse. Leur client reconnaît cette fois avoir voulu tirer, mais pas tuer. Un coup de feu dissuasif. J'avais peur, dit-il. En coulisses, la défense insiste à nouveau pour offrir une compensation financière aux parents de Nicolas. Ceux-ci le prennent très mal. Il a effectué un versement quand il a présenté pour la 3e fois un arrangement financier. Il y a eu un versement de 750 000 francs qui a été renvoyé, donc qu'on ne souhaitait évidemment pas. On ne souhaite pas que lui détermine d'abord finalement la peine, puisque pour lui il n'y a que peine financière, je crois que pour le reste. Les parents de la victime n'en démordent pas. Pour eux, Pierre Riga est coupable et doit être jugé aux assises. La Chambre du Conseil rend sa décision et donne raison à la famille de Nicolas. La volonté de tuer, cette notion fait toute la différence entre un délit et un crime. Pour la présidente de la Chambre du Conseil, Pierre Riga présentait cette intention homicide. Il est donc inculpé de meurtre. La Chambre du Conseil renvoie les pièces de la procédure au procureur général, estimant que les faits ont été mal qualifiés, qu'il s'agit bien d'un meurtre. Pour les Riga, la requalification en meurtre est vraiment un échec, parce qu'on pensait pouvoir s'en sortir dans un procès plus court, en correctionnel, avec une peine légère. Ici, on se dirige vraisemblablement vers les assises, ce qui signifie un procès plus long, un jury populaire et des peines beaucoup plus importantes. Et pour les proches de la victime, c'est une première victoire. Depuis le début de l'affaire, ils réclament un jugement pour meurtre, alors que l'accusé se défend en parlant de malheureux accident. Après la décision d'aujourd'hui, les parents de Nicolas ont retrouvé un peu d'espoir d'obtenir justice. Je ne m'y attendais pas directement, je dois dire. J'étais assez partagé. On n'était vraiment pas sûr du tout du sens dans lequel allaient les choses ici. Et d'autant plus que c'est à Nivelles, finalement, et que les choses sont requalifiées d'une manière assez, je trouve, très convaincante, d'une manière assez magistrale. Pour la Chambre du Conseil, Pierre Riga doit donc être jugé devant la cour d'assises. Mais la défense fait appel de la décision. Conséquence, on repart à zéro. Le dossier est renvoyé devant la Chambre des mises en accusation de Bruxelles. C'est à elle de se prononcer. Lors de la première audience de la Chambre des mises en accusation, qui se tient le 18 septembre 2000, les deux familles sont présentes. Elles sont présentes, elles se côtoient, mais ne se parlent pas. Le couloir de la Chambre des mises en accusation. Pierre Riga passe devant les parents de Nicolas. Pas un mot, pas un geste. C'est la quantième fois que vous voyez Monsieur Riga depuis les faits ? C'est la 2e fois depuis les faits, oui. Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous aujourd'hui ? Absolument pas, absolument pas. Non, je crois que l'échange n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et je ne le désire absolument pas, en plus. Et là, rebondissement. La défense modifie une nouvelle fois sa stratégie et revient à la thèse de l'accident. Pour les avocats de Riga, ce coup de feu serait parti tout seul à cause de la détente du fusil, trop sensible, mais aussi à cause du stress du tireur. Les circonstances de ce drame s'expliquent par bien des choses, entre autres la peur qui m'habitait au moment des faits, le stress et, semble-t-il, également une certaine défectuosité de l'arme. La défense de Pierre Riga va invoquer comme circonstance atténuante le fait que dans les derniers temps, en raison des intrusions et du vandalisme qui se commettaient
dans sa propriété, il y régnait finalement une totale insécurité. Mais pour les parents de Nicolas, cette explication ne tient pas la route. Pierre Riga est un chasseur expérimenté. Le coup n'a donc pas pu partir tout seul. Il faut savoir qu'avant de tirer, avant d'utiliser sa gâchette, il a retiré le cran de sécurité. Bon, par rapport au fait que c'est un fusil inhabituel, c'est la première fois qu'on évoque que ce fusil est inhabituel. Même au moment des interrogatoires, même son épouse n'a jamais fait allusion au fait que ce fusil était inhabituel pour lui. C'est un de ses fusils de chasse. La défense de Pierre Riga critique également la médiatisation de l'affaire, qu'elle juge défavorable à l'inculpé. Elle va même jusqu'à parler de lynchage médiatique dans l'opinion publique également par rapport à Pierre Riga et surtout le non-respect de la présomption d'innocence qui est totalement bafouée dès le départ dans cette affaire. Le clan Riga dénonce en fait un procès qui est fait avant le procès dans les médias, où Pierre Riga serait déjà présenté comme quelqu'un de coupable. Il pointe du doigt l'attitude de la famille Van der Stucken, qui fait signer des pétitions, qui est très active dans les médias, et qui présente Pierre Riga comme déjà coupable d'un meurtre avec un tir volontaire. Outre les pancartes qui se sont trouvées partout autour de chez lui, qui l'ont obligé à déménager, outre le fait qu'on a peint sur le mur de l'église de Rosières Riga assassin, il y a aussi eu à plusieurs reprises des gens qui se sont présentés à son domicile privé au milieu de la nuit, frappaient dans la porte, criaient Riga assassin, ta famille, etc. Enfin, je vous passe tous les détails. Pour M. Riga, son épouse et ses 3 enfants, c'est tout de même une situation qui, là aussi, est une situation délicate et je crois qu'il est suivi médicalement, d'ailleurs suivi par un médecin. Mais ces déclarations n'impressionnent pas les parents de Nicolas, qui choisissent de poursuivre la médiatisation de leur combat face aux stratégies déployées par Pierre Riga. Mais il en a utilisé tellement jusqu'à présent, et alors le fait que maintenant sa dernière stratégie minimise vraiment son acte, ça pèse fort dans la balance par rapport à l'opinion que j'ai de M. Riga. Hein. Ça reste comme ça. Nous sommes en janvier 2001. La Chambre des mises en accusation rend sa décision. Pierre Riga est bien renvoyé aux assises. Pierre Riga renvoyé devant la cour d'assises. Pierre Riga devra répondre du meurtre d'un garçon de 18 ans abattu parce qu'il avait pénétré dans sa propriété. La défense réclamait un jugement correctionnel. La Chambre des mises en accusation s'est prononcée pour le jury populaire. C'est bel et bien un meurtre et la manière dont il a tiré, au moment où il a tiré, il voulait bien tuer Nicolas. C'est clair, c'est dit, c'est reconnu, c'est très très important. Ce que la Cour dit très clairement, c'est que les débats qui ont lieu dans les médias ne sont pas suffisants que pour influencer l'impartialité d'un juge. Nous espérions que la Chambre des mises fasse droit à notre demande. Elle ne l'a pas fait. La justice est rendue et je respecte profondément la justice. Le procès aux assises du Brabant wallon s'ouvre 2 ans après la mort de Nicolas. Le sort de Pierre Riga est désormais entre les mains d'un jury populaire. L'agent de change wavriyen Pierre Riga devant un jury populaire, début de son procès ce matin devant la cour d'assises du Brabant wallon. Arrivée de Pierre Riga accompagné par ses avocats, l'ancien agent de change wavriyen pénètre dans la cour d'assises du Brabant wallon dans le calme. Aucun cri, comme cela a pu se produire lors des tenues de la Chambre des mises en accusation. C'est un procès hyper médiatisé, hyper suivi, que ce soit par les médias et par la population. Tout porte à croire que les choses risquent de mal se passer pour Pierre Riga. Les différents témoignages, les rapports ne lui sont pas favorables. Et donc, la défense de Pierre Riga se dit qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut reprendre les choses en main et qu'il faut arriver avec une nouvelle stratégie pour essayer de convaincre le jury populaire, puisque on est devant une cour d'assises. Les 2 camps se font face. La tension est très lourde. Nous sommes dans une petite salle d'audience. L'atmosphère est vraiment difficile entre ces 2 familles qui s'affrontent depuis si longtemps. Pour ce procès décisif, Pierre Riga peut compter sur une équipe d'avocats redoutablement efficace. Parmi eux, Jean-Philippe Mayence, une pointure du barreau, connu pour avoir déjà sauvé de nombreux clients des griffes des assises. Maître Jean-Philippe Mayence, c'est devenu au fil du temps un des ténors du barreau ici en Belgique. Il a d'énormes capacités d'éloquence.
Il parvient à convaincre le jury. C'est un travailleur également acharné. Il maîtrise parfaitement ses dossiers et il parvient également à toujours pointer le bon élément au bon moment. C'est à la fois quelqu'un qui a une image de dandy, élégant, qui s'exprime très très bien. C'est un avocat qui a brillé dans des dossiers très très importants. L'avocat de Pierre Riga, Jean-Philippe Mayence, va reprendre en quelque sorte les choses en main. De quelle manière ? Il va simplement demander à son client d'exprimer son ressenti. Pierre Riga va le faire de manière qui s'affiche sincère. Il faut changer la perception de l'image de Pierre Riga, le faire sortir de cette image de notable, discret, peut-être un peu hautain, qui manque d'humanité. Et donc, il veut faire apparaître le côté humain de Pierre Riga, justement pour parler au cœur du jury populaire. Et c'est pour ça qu'on va retrouver à ce moment-là Pierre Riga en permanence, accompagné de son épouse. Tout ça pour montrer aussi que Pierre Riga est entouré, est un mari, est un père de famille et qu'il n'a rien à faire, lui, en prison. Je crois qu'il est important qu'il soit entouré par les siens, qui ont confiance en lui et en sa parole. Voilà. Le beau-père, la femme d'ouvrage, la secrétaire ou les amis de Pierre Riga se sont succédés à la barre pour peindre le portrait d'un homme bon père de famille, tolérant, honnête, délicat, courageux, amoureux de la nature. Bref, ce n'était que des qualificatifs positifs. Lorsque l'on connaît la personnalité de Pierre Riga, l'on ne peut qu'exclure tout geste volontaire dans son chef. C'est une erreur, ça c'est certain. Je crois qu'il n'y a pas de grand débat à ce niveau-là. Et donc Pierre Riga va s'exprimer en demandant le pardon, en expliquant qu'il assumerait toutes les décisions, quelles qu'elles soient. Il va demander pardon à la famille en disant que ce qui s'est passé le poursuivra et le hantera pour le reste de sa vie. Il va s'effondrer en larmes également. Ça va donner une autre image également de cet homme de la bourgeoisie qui apparaissait assez froid, assez sûr de lui jusqu'à présent. Et donc je pense que cet élément, on ne saura jamais à quel point cela était sincère ou pas, mais en tout cas va toucher l'opinion publique et va toucher aussi le jury. Là, nous retrouvons l'image d'un homme qui a commis un acte qu'il reconnaît à présent et qui, selon lui, a également gâché sa vie. Et ça, cette vision-là, nous ne l'avions pas encore réellement jusque-là. Et cette stratégie va commencer petit à petit à porter ses fruits et à renverser l'image de Pierre Riga, mais aussi, et c'est très étonnant, à rapprocher les familles Riga et les familles Van der Stucken. C'est sûr que ce qui s'est passé ne le laisse pas indifférent, mais je dis, peu importe ce qui sera dit de positif ici, peu importe l'émotion de M. Riga, et je dois reconnaître que c'est courageux d'exprimer ce genre d'émotion et que c'est pas facile, c'est sûrement pas facile du tout. Moi, je veux qu'ici se juge le plus humainement possible l'acte qui a été posé le 13 juin 1999. L'avocat Jean-Philippe Mayence poursuit sa nouvelle stratégie de défense. Après l'émotion exprimée par Pierre Riga, il met en avant un drame qui pourrait arriver à n'importe qui et plaide les circonstances atténuantes. Il souligne le respect du droit de propriété et aussi le fait de l'insécurité qu'a créé chez son client l'intrusion permanente dans sa propriété par des toxicomanes ou par des vandales. Et enfin, il va souligner ce sentiment d'impuissance de son client face au manque de réaction des services de police. Maître Mayence va mettre en évidence le contexte en fait psychologique dans lequel se trouve son client au moment des faits. Et donc il va expliquer que Pierre Riga était apeuré. Finalement, il a eu très peur, il était dans un contexte très anxiogène, alors que sa propriété, ses bois, faisaient l'objet de dégradation. J'étais hors de moi, dit Pierre Riga. J'ai pris mon arme. Oui, répond-il au président. Mais mon seul but était alors de les amener jusqu'à ma voiture et d'appeler la police.
C'est une version qui est difficile à entendre, à la fois pour la famille, mais aussi par les jurés, parce qu'en fait, les rapports balistiques sont défavorables à Pierre Riga. On parle quand même d'un tir horizontal, donc toute une série d'éléments lui sont défavorables. Et donc, son premier témoignage a touché sur le côté humain, sur le côté des faits au sens strict, c'est plus compliqué, d'autant plus que la famille Van der Stucken contre-attaque et arrive avec d'autres arguments. Et en effet, la maman de Nicolas va également prendre la parole, un témoignage propre à émouvoir les jurés. C'était très important pour moi de pouvoir encore parler ce matin, de pouvoir parler de ce que je ressens depuis le 13 juin, de pouvoir parler de la personnalité de Nicolas. C'est aussi lui rendre hommage et c'était très important de pouvoir passer par cette étape-là encore maintenant. Elle va aussi, en évoquant son fils, rappeler que la famille a fait don des organes de Nicolas. Et elle va aussi créer un très grand moment d'émotion en relatant toute la gratitude de celui qui aujourd'hui vit avec le cœur de Nicolas. J'ai voulu aussi lire ce mot de remerciement d'un monsieur qui vit aujourd'hui grâce au cœur de Nicolas. Le dernier témoignage de la maman de Nicolas Van der Stucken semble avoir emporté l'adhésion du jury et donc scellé le sort de Pierre Riga. Les rapports des spécialistes sont assez clairs. Ils expliquent que le tir a été droit, qu'il a été fait à la manière d'un chasseur, que le tireur a anticipé le mouvement de sa victime comme il aurait pu le faire avec un gibier. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est en tout cas le tir du chasseur. C'est ce tir où le chasseur est mobilisé par un seul objectif, c'est atteindre son gibier. Et donc, il a ce qu'on peut qualifier un mouvement global où tout son corps, tout son esprit est concentré sur cet objectif. Et où en un éclair de seconde, il retient la cible, évalue la distance, la lumière, la perspective et à un moment donné fait feu. Vous savez, quand on commence par vous dire Nicolas n'a pas eu de chance, c'est rare que des plombs fassent des dégâts pareils. C'était assez surprenant quand, d'abord on avait vu Nicolas, nous. Les plombs étaient quand même essentiellement centrés au niveau de la tête. Et puis on apprend des semaines après qu'il y en a quand même 93 au niveau du visage. C'était des phrases qui ne cadraient pas avec le contexte. L'avocat général va reprendre également cette théorie selon laquelle Pierre Riga a voulu tuer Nicolas en ouvrant le feu sur lui. Il y aurait bien une volonté de tuer, mais sans préméditation. Un meurtre, mais pas un assassinat. C'est bien la difficulté du dossier. Elle repose sur une seule question. Quelle était l'intention de Pierre Riga ? La stratégie de l'avocat de Pierre Riga, Jean-Philippe Mayence, va être payante. Pour quelle raison ? Eh bien, il va reconnaître en effet, oui, Pierre Riga a tiré. Oui, il a tiré et il a tué Nicolas Van der Stucken. Mais non, il n'avait aucune intention de donner la mort. Et cette stratégie va être déterminante dans ce procès. Ah, ça c'est clair, non seulement il ne veut pas tuer, mais je dis qu'il ne veut pas le toucher. Et je pense avoir développé des arguments. Puis par ailleurs, il mettra en avant les remords de Pierre Riga et il donnera la parole à l'épouse de Pierre Riga qui demandera pardon, qui fera preuve pour la première fois sans doute d'empathie et d'humanité par rapport à la famille. Et là aussi, c'est un moment important, un moment très riche et très fort en émotions. Ces excuses, cette famille les attendait, je pense, depuis longtemps, tout comme l'opinion publique également. Je n'ai pas eu le courage de vous parler avant, dit-elle, mais je comprends votre douleur. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir pu dire les choses. Un drame qui aujourd'hui a pris toute son épaisseur humaine, lourde, très lourde. On quitte à ce moment-là cette lutte de classe qui animait également ce procès et toute cette affaire, tout ce dossier depuis le début. Et c'est à ce moment-là, en effet, que la stratégie de l'avocat Jean-Philippe Mayence va être payante parce qu'on va retrouver une toute autre atmosphère dans la cour d'assises entre les parties civiles et la défense. À la fin du procès, l'incertitude est totale sur le sort de Pierre Riga.
La famille Van der Stucken n'a rien lâché sur le fond, mais de son côté, la défense a marqué des points chez tous les observateurs. Le suspense est à son comble quand la cour se retire pour délibérer. Le 22 mai 2001, le verdict tombe. Pierre Riga est déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça veut dire que le coup était volontaire, mais qu'il n'a pas voulu tuer. Nous revenons donc finalement au tout début de la qualification de ces faits. Condamne Riga Pierre, du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à 5 ans d'emprisonnement. 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis, les jurés ont nuancé la peine. Comme hier, ils ont choisi le juste milieu entre les 10 ans réclamés par l'avocat général et le sursis total proposé par la défense. Cette toute première qualification qui avait provoqué la colère de la famille. Donc cette fois-ci, le verdict tombe. C'est la même qualification, mais étonnamment, après toutes ces années de débats, de polémiques, d'arguments et de contre-arguments, la famille Van der Stucken accepte le verdict. Ils sont même satisfaits. Donc pour eux, justice est faite. Ils peuvent tourner la page et envisager la suite et le deuil de Nicolas. Justice a été rendue comme on le souhaitait par rapport à la mémoire de Nicolas, par rapport aux jeunes qui étaient là aussi. C'était très très important, surtout la décision d'aujourd'hui pour les jeunes, je pense. Et voilà, notre combat est terminé. Je pense que Nicolas peut reposer en paix. Et c'est à ça que je voulais arriver. Je pense que j'y suis arrivée. C'est beaucoup plus difficile du côté des amis de Nicolas qui étaient présents sur les lieux du drame. Ils estiment que cette peine est beaucoup trop légère par rapport à la perte de leur ami. Je me dis que c'est pas juste. Vous estimez que c'est sa mémoire qui est un peu bafouée par ce verdict? Bafoué et insulté. Ça fait mal? C'est pas facile. Nicolas ne reviendra pas, le drame reste entier, mais nous avons pu communiquer avec les parents et ça c'est depuis 2 ans, c'était insurmontable, ce gouffre. Et ça j'ai trouvé formidable, c'est que la cour d'assises nous a permis de communiquer. On verra même à l'issue du procès, les familles se parler, Maître Mayence parler à la maman de Nicolas. Pierre Riga, il va passer finalement peu de temps en prison puisqu'après 18 mois, il va bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, il va bénéficier d'un bracelet électronique et donc il va regagner son domicile dans lequel il est assigné à résidence avant de pouvoir demander une libération conditionnelle classique. Le procès d'assises était redouté par la défense. Il a finalement réussi à réconcilier les points de vue autour d'une tragédie qui avait pris une ampleur considérable sur fond de guerre des classes. La libération anticipée de Pierre Riga ne suscitera aucune protestation, comme si la page avait été tournée.